Bonjour à toutes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digital Men sous le coucher de soleil absolument exceptionnel. Et du dernier jour, parce qu'on est en direct, donc c'est du dernier jour de l'IFA. Voilà, à Berlin. Le salon de l'électronique, dont tu pourrais peut-être nous donner la traduction littérale, mon cher Lionel, petit challenge. C'est le salon de la radiodiffusion allemande à Berlin, mais alors je l'ai noté, c'est l'International Funkestellung Berlin. Voilà. Ça y est. Bravo Lionel, tout le monde s'est moqué. Le hein, challenge est rempli. C'est bon, tu n'auras pas de gage. C'est en gros quand même 270 000 visiteurs, c'est presque autant que le CES. Oui. C'est à peu près 7 000 journalistes, c'est presque autant que le CES aussi. Et par 1000 contre, exposants. Il y a 4 fois moins d'exposants. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout ce fourmillement, il y a de très grands halls avec des grandes compagnies qui occupent tous les halls et qui montrent à peu près tout ce qu'ils savent faire dans tous les domaines de l'électronique grand public. C'est un salon super sympa. Alors déjà, les allées sont relativement clairsemées. Alors, bien entendu, elles sont un peu plus clairsemées en ce moment sur le dernier jour qu'elles ne l'étaient vendredi, samedi et dimanche. Mais c'est vrai que globalement, les gens sont disponibles, mais c'est pas du tout la même chose que le CES. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IFA, on est vraiment dans les choses industrialisées. C'est un peu comme le titre de cette vidéo finalement. Qu'est-ce qu'on va retrouver sous le sapin de Noël? Et c'est un peu de Noël en septembre grâce à l'IFA de Berlin, enfin en tout cas pour tous les amateurs, puisque nous avons une petite liste de cadeaux de Noël que nous allons vous suggérer à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on retient des tendances? Parce qu'on voit beaucoup de produits, bien entendu, sur l'IFA. C'est cette destination-là que l'on vient chercher, ce sont les produits électroniques. Au travers de ces produits, on arrive à en extraire des tendances de fond, lesquelles on pourrait retenir ou par laquelle on pourrait commencer. Alors, la tendance majeure, je crois qu'on l'avait découvert déjà il y a 2 ans au CES, on l'avait découvert encore plus cette année, c'est l'implémentation dans à peu près tous les devices des grands constructeurs électroniques d'assistants vocaux. Qu'ils s'appellent Alexa, qu'ils s'appellent Google, évidemment, Apple n'expose pas ici, évidemment Siri est dans son univers fermé. Donc on n'a pas vu Cortana, mais on a vu Google, qui était évidemment encore une fois venu en force, avec ses démonstrateurs tout de blanc vêtus et avec des taches multicolores, mais aussi Alexa très présente donc sur l'ensemble des constructeurs électroniques. Par exemple chez Panasonic, on a un énorme hall où on a la maison du futur avec la kitchen du futur, le salon du futur et tout ça connecté avec soit Alexa, soit Google Assistant et un certain nombre de scénarios qui sont mis en place pour je rentre à la maison et alors j'ai le four qui s'allume, j'ai la télé qui s'allume, j'ai telle musique, j'ai telle intensité lumineuse, bref voilà, tout un tas de démos. Donc ça ce qui est intéressant et c'est un peu la tendance que j'aimerais soutenir là-dessus, c'est peut-être que la guerre entre les constructeurs et les différents assistants vocaux est finalement peut-être terminée, puisque c'est une guerre qui va se jouer entre Amazon, Cortana, entre Alexa, Cortana, Google, etc. face à ceux qui vont les utiliser, mais non plus face aux industriels qui naturellement, pour avoir la gamme de services qui s'étend, vont devoir être interopérables et donc naturellement implanter chacun des assistants vocaux. Alors est-ce que c'est une question de temps ou pas? Est-ce qu'ils vont tous le faire tout de suite sur tous les assistants? On ne sait pas. Pour autant, on constate que naturellement, ce n'est pas une question qui se pose trop. En tout cas, c'est plus une question d'adoption du côté des consommateurs. Oui, alors ça, l'adoption, ça va être le grand challenge des prochaines années. Qui est capable aujourd'hui de se dire, moi, j'ai plutôt envie de parler à un assistant vocal pour pouvoir demander ce qu'il y a dans mon frigo ou où en est ma liste de courses par rapport à ce que j'ai déjà implémenté depuis le début de la semaine. Bon, on a vu d'ailleurs Samsung qui avait un magnifique frigo connecté bien sûr, avec des caméras à l'intérieur qui analysent les produits que vous avez à l'intérieur de votre frigo. Et ils vous proposent des recettes sur l'écran tactile. Normal. Pourquoi pas? On n'a pas demandé le prix. Non, mais il faut mieux pas. D'ailleurs, j'ai demandé le prix d'une télé et ça ne le fera pas. D'accord. On en reparlera dans les cadeaux de Noël. Bon, et puis alors, les écrans souples. Les écrans souples, alors bien entendu, qu'est-ce qu'on va en faire des écrans souples? C'est des questions à se poser. Je ne pense pas que chez soi, on s'amuse à tordre un écran. En tout cas, pour la mobilité, j'y crois pas trop non plus, parce que naturellement, on est habitué à avoir nos dalles, bien entendu, qui pourront peut-être gagner en souplesse face à la capacité à ne pas se casser ou autre. Bon, je vois plus une application dans les montres, comme on a vu effectivement. C'était le Nougat Alpha. Voilà, exactement. Nougat Alpha, on vous met peut-être un petit bout de vidéo. Ce téléphone portable sous forme de montre qui est une montre avec l'écran qui fait à peu près un tiers du poignet. Voilà. Alors l'usage, l'adoption, le prix, le délai de prod, c'est encore du prototypage. Enfin bon, globalement, on ne sait pas trop commercialement ou industriellement ce que ça va donner. Pour autant, effectivement, ça fait partie de ces évolutions. Certainement des usages qui vont se créer. L'écran sera peut-être à terme de toute façon effectivement dans le bracelet et pourquoi pas à terme certainement projeté comme on a pu le voir dans certains POC sur la peau directement. On verra. Mais on l'a vu d'ailleurs chez Toshiba, on l'avait vu aussi chez LG, des écrans qui ont adopté des formes. Alors les formes de l'architecture du lieu, alors ça peut être une colonne qui est entièrement tapissée d'écrans, etc. Et ça donne évidemment des opportunités créatrices qui sont importantes. Ça c'est clair.
Hein, on sort de cet écran plat qui est notre écran de télé et maintenant l'écran adopte des formes et je pense que pour les créateurs ça sera quelque chose qui sera tout à fait Au-delà extraordinaire. effectivement de l'adoption, on verra ce que ça peut donner niveau créa et si c'est adopté ou pas. Exactement. Toujours plus de définition, je pense que ça aussi c'est une tendance majeure. Alors ça c'était On la a 8K. la 8K, bientôt la 16K certainement, la 32 peut-être à terme, en tout cas Oui. la 8 c'est déjà pas mal. Non, Effectivement c'est bluffant. Voilà, ce qui est très original, c'est que Samsung qui présente son 8K, il présente son 8K avec, vous allez dire, il n'y a pas de technologie 8K aujourd'hui pour faire de la prise de vue et il n'y a pas de diffuseur qui diffuse de la 8K, même peut-être pas encore avec la 5G. Mais simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait apprendre à leur téléviseur à rajouter des pixels. Donc vous arrivez avec une source HD ou une source 4K. Et Même avec- SD, même SD. Et avec l'intelligence artificielle du processeur qui est intégré, eh bien, le processeur va compléter les pixels. Et le résultat est bluffant. Ouais. Alors ce qu'ils ont fait en fait, ils ont pris une source 8K, la même en 4K, la même en HD, la même en SD, et puis ils ont dit au processeur, bon prends la SD et essaye de t'approcher le plus possible de ce que l'on a trouvé en 8K, de ce que l'on a filmé en 8K. Et donc le processeur comme ça, pendant des milliers d'heures, a appris à rajouter des pixels. Donc c'est pas simplement quelque chose avec un peu plus fin, mais malgré tout le flou quand la source n'est pas bonne, c'est vraiment quelque chose qui rajoute des pixels à un prix tout à fait compétitif, puisque je crois que le plus grand format, je ne sais plus exactement la taille, on est à 1,50 m de diamètre, il est autour de 15 000 €, c'est presque agressif comme prix. C'est presque agressif, mais ce sera d'ailleurs les revenus de la publicitaire de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Merci. Je me remercie à vous. En bas pour s'abonner. Mais effectivement, c'est toujours plus grand. Et toujours plus grand, au-delà de ça, c'était le wall. Ah, Le wall était absolument fantastique. Bien entendu, écran de 4 mètres de diagonale. Le problème, c'est le prix. alors à quelle distance on peut regarder cet écran? Parce que c'est aussi le problème. Non, mais là, Est-ce qu'on peut le regarder à 2 mètres? Ça, c'est une question que poseraient nos conjoints ou conjointes. Parce que si on le regarde à C'est 2 mètres, on est pas carrément en comme ça qu'il immersion. faut pas poser la question. On peut être à 1 mètre de cet écran tellement la définition est fine, ce qui fait que vous pouvez l'implanter dans votre salon. Bon alors, vous n'êtes pas obligé de mettre 4 mètres, vous pouvez mettre un peu moins bien entendu, mais bon, pour 4 mètres, c'était 100 000 €. Et là, effectivement, ça commence à être hors de prix. Sinon, bon, là c'était toujours plus grand, bien donc là, entendu, on l'a dit. C'est toujours Toujours de les tendances. meilleure définition, Ouais. de l'IA partout, de la connexion partout, des problématiques autour de l'énergie, bien entendu. Et on a vu beaucoup aussi de problématiques liées à la consommation effectivement de tous ces électroménagers, etc. C'était quelque chose qui était assez présent. Disons que quand on agrandit des écrans, il faut quand même arriver à faire baisser, avoir une consommation modérée. Hein, c'est aussi le challenge qui à chaque fois est mis en avant. Totalement. Certes, les écrans sont grands, certes, les frigos sont gros, certes, ils sont pleins de fonctionnalités nouvelles et tactiles pour la plupart, mais attention, ça consomme toujours un peu moins. Ça, c'est les faits. Donc ça, c'était un petit peu tout ce qu'on a vu. Alors bien entendu, on a vu aussi du transport, de la mobilité, Arcos, Segway, etc. qui a été bien Segway, entendu c'est patin à roulettes électriques. fantastique. Donc ça, on vous montre la petite vidéo, parce que ça, c'est absolument Un petit bout de vidéo, là. marrant. C'est ni Lionel ni moi qui sommes montés dessus, bien entendu. Mais effectivement, beaucoup d'éléments qui étaient intéressants par rapport au CES. Est-ce qu'il y avait des choses de nouvelles? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la partie, alors même s'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, ça ne restera pas dans les annales très certainement de l'IFA, mais globalement, le Next qui a doublé de volume par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est la partie qui aussi ressemble un peu à l'Eureka. Voilà, c'est un peu l'Eureka Park, là où il y a alors l'Eureka Park, c'est vraiment des petits stands. Là, le Next, c'est quand même des vrais stands, un petit peu plus construits, proche plutôt de Vivatech en fait. Proche de Vivatech dans l'esprit. Dans l'esprit. Une bonne Et présentation beaucoup de la plus petit, France, bien entendu. Pas mal de start-up labellisées French Tech, avec le Luni qui était présent, avec bien entendu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La Lovebox que l'on voit depuis 2 ans. La célèbre Lovebox que l'on voit depuis 2 ans sur le CES, à qui on fait un grand bonjour. Enfin voilà, pas mal de startups qu'on avait déjà vu à Vegas. Rien de bien nouveau sous le soleil, mais bon, globalement, une énergie, c'était sympa. Ça a beaucoup échangé. Les gens étaient disponibles. C'est vrai que comme il y avait un petit peu moins de monde, ce qui était sympa, c'est justement les allées étaient un peu clairsemées. Ça laissait un peu plus le temps de discuter. Mais globalement, c'est assez complémentaire. Mais on est dans la phase d'industrialisation des produits qui vont sortir. Donc c'est là qui vont sortir ou qui sont sortis, beaucoup et sont qui vont être présents à Noël très clairement sous nos sapins. Et donc avec transition, puisqu'on va
va parler un petit peu de Noël et du sapin, on pourrait parler des écouteurs sans fil. Alors là, les écouteurs sans fil, certains en Bluetooth 5.1 sont pléthore, légion. Alors là, on en trouve c'est là partout. que c'est intéressant parce que plus de débit, meilleure qualité, bien entendu, et surtout connexion quasiment instantanée. Donc c'est ça qui est intéressant, ça n'a plus besoin de synchroniser forcément ou d'attendre que ça se connecte. Donc ça c'est quand même très sympa. Les antipodes bien entendu qui étaient très présents. En fait des étanches. Voilà, les étanches de Sony qui sont dans des tubes présentés, c'est vraiment super sympa. Les tubes remplis d'eau pour vous les présenter. Vous pouvez les essayer dans un concept où vous êtes proche de la mer. Enfin, c'est assez sympa et immersif. Globalement, donc ça, effectivement, ça peut il y en faire avait partie beaucoup. des cadeaux de Noël. Parce que cadeaux de Noël c'est à la sur l'IFA de Berlin. Il y en avait plein, du casque, Bluetooth, bien entendu, le gros anti-bruit, etc. Le petit intra, c'était absolument surreprésenté. Il y en avait partout. Les robots. Bon, les écrans de télé, on en a parlé. Les écrans de télé, on va pas en reparler évidemment. parce que tout le monde en a déjà parlé. Les robots. Alors, les robots, il y en avait partout. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait deux types de robots qui étaient présentés. Il y a vraiment les robots d'assistance. Alors, les robots qui vous aident à porter vos courses, etc., qui vous suivent. Les robots, les cobots qui vous permettent, en tant que collaborateur, de porter des charges beaucoup plus lourdes dans les usines, notamment. Il y a des robots, bien entendu, qui comme vont de être l'exosquelette, un petit peu. Exactement. Donc, ça peut aussi servir pour les personnes qui ont des problèmes de motricité. Et puis, bien entendu, il y a les robots aussi. Les robots domestiques et les robots d'éducation. Donc avec ceux, vous pouvez apprendre notamment la programmation. Et on en a visité un, je chope petit papier, c'est iBotix Educational. Ce sont les Espagnols. Les Espagnols, ça marche très bien. C'est d'ailleurs en vente dans tous les Leroy Merlin en Espagne. C'est revendu par Amazon ES, c'est bourré de création, c'est basé sur le concept d'apprendre l'électronique, d'apprendre à construire et de passer du temps à coder avec ses enfants. Et ça, c'est pas mal. En tout cas, ça nous a bien plu. Et ça, pour les enfants, je crois que pour ton fils, tu vas de toute façon taper Amazon. Moi, de toute façon, c'est blindé à la maison, mais alors, on va trouver de la place. Pour ceux qui n'ont pas d'ampoule connectée, vous pouvez toujours aller avec des ampoules de type Wiz, qui sont un petit peu comme les Hue de Philips, mais complètement pilotables à la voix. Alors, évidemment, avec Google Assistant. Il y a quelque chose aussi qui t'a tenté beaucoup dans le style cadeau de Noël. Il nous a dit le prix ou pas. Il s'est commercialisé. Ça s'appelle Moodo. C'est absolument sympathique parce que là, c'est un diffuseur d'odeur. Alors, on en voit plein des diffuseurs d'odeur. On en avait plein au CES, il y en avait plein. Ce qui est sympa avec celui-ci, c'est qu'en fait, on peut. Alors, ils le vendent comme ça en étant DJ d'odeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir composer avec 4 parfums disponibles. Il y en a plus, mais 4 parfums qu'on a choisis qui sont à l'intérieur. Une composition olfactive en fonction de ses aspirations. Donc, ça, c'est assez sympa. De mémoire, je sais. Je crois que c'était autour de 200 € C'était aux alentours de 200 30 avec € les 4 capsules. C'est ça. Mais il y a une petite promotion à mon avis pour Noël. Ça va être distribué, nous a dit, au BHV si je ne me trompe pas. Au Bon Marché. Au Bon Marché, voilà, Bon Marché. Ami du 7e arrondissement. Voilà. Bon. Alors, un qui nous a bien plu aussi, qu'on a trouvé fun, bien entendu, c'est Signal. Alors, Signal, ça va être produit dans. Alors, c'est en phase d'industrialisation, peut-être disponible à partir de la fin novembre sur le marché. Ils ne savent pas trop si c'est américain, européen pour l'instant, américain sûr, européen, ils ne savent pas trop. Mais c'est en fait un boîtier, un bracelet de montre que vous rajoutez à votre montre et qui vous permet de décrocher votre téléphone et d'entendre tout ce qui se passe juste en pinçant directement. En appuyant votre doigt sur le creux de l'oreille. Alors bien entendu, il y avait encore du plan-tuy avec comment ça s'appelle, les chambres de pouce qui sont assez sympas. Kodak avait un super stand. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pousser tout terme tout terme qui non autorisé, pas autorisé, c'est important de le préciser, ne sont pas effectivement, mais globalement vous pouvez faire pousser tout type de fleurs qui vous permettent de faire notamment des graines germées ou autres, de la salade que vous pouvez. Ils ont fait une liste. Voilà, ils ont fait une petite liste entre 3 et 5 semaines jusqu'à 12 semaines en fonction de ce que vous souhaitez faire pousser chez vous. Qu'est-ce qui nous a bien plu également? Bon, on est perçu bien entendu, il y avait du DJI, il y avait du frigo connecté, il y avait de la cave à vin connectée, il y avait plein de smartphones de partout. Mais alors il y en a un qui était assez intéressant que je voulais souligner. Oui. Pour ceux qui aiment la lecture et qui n'aiment pas lire sur un smartphone mais qui veulent avoir leur Kobo ou leur Kindle d'Amazon, c'est le A6 de chez iSense. Ils ont sorti un écran double, c'est-à-dire un sur chaque face, et celui qui est sur le recto, le verso, c'est un ink. On fera un cut. C'est de l'e-ink. Voilà, c'est de l'e-ink. C'est de l'encre électronique. Voilà, je cherchais le mot. C'est bien. Bon, c'est ce que vous Parce avez qu'on ne peut pas faire de cut en direct, donc de toute façon on est cramé. C'est ce que vous avez sur un Kobo. Et donc ça, c'est plutôt pratique parce que ça peut allier à la fois les performances du smartphone et puis tout ce que vous pouvez avoir avec les couleurs et puis l'écran un peu flashy et puis la douceur et le côté repos pour les yeux. Et ça, c'est pas mal aussi pour Noël à surveiller. iSense A6. Voilà, grand format.
Voilà, à peu près, bon, tout ce qu'on a vu, on a vu tellement de choses qu'on vous fera peut-être un débrief un petit peu plus long, on y reviendra peut-être dans quelques semaines. On débriefera Mais, les magazines. globalement, déjà, on de a tout ce qui a été pas mal de présenté en choses, détail, effectivement, ouais, beaucoup bien de lectures maintenant qu'on doit s'ingurgiter dans les prochains jours. En tout cas, à chaud, globalement, ce n'est pas une année où il y a beaucoup d'innovations ou beaucoup d'annonces spectaculaires. Les grosses annonces, vous les connaissez tous, hein, du Sonos, du Netgear ou autres, qu'on fait effectivement beaucoup d'annonces en ce sens et tout le monde, nos confrères en ont déjà parlé ou toutes les chaînes que vous suivez à côté. Et c'est vrai que globalement, ce qui est sympa sur l'IFA, c'est quand même que globalement, on a le temps de discuter et d'échanger. Les gens sont assez disponibles. Bah, disons que Et les allées sont clairsemées. c'est un salon où les exposants font du commerce. Donc il faut qu'ils aient de la place, il faut qu'ils aient des hôtesses, il faut qu'ils aient des espaces pour recevoir dignement leurs acheteurs. Hein, c'est quand même un salon international de consumer électroniques. Et donc on vous invite à y aller l'année prochaine. En tout cas, nous on sera au rendez-vous, bien entendu, de la prochaine édition de l'IFA. Le soleil décline, nous on va aller prendre notre avion et on va retourner à Paris. Et donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. On se retrouve à Paris pour ceux qui veulent dîner dans quelques heures. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital. Bye bye. Salut à tous.